magazine Kiosque de ce vendredi 20 février 2026. Merci de rester fidèle à ce programme, madame, monsieur, fidèles auditeurs et téléspectateurs du magazine Kiosque. Alors, à travers ce numéro, nous allons aborder 3 sujets. Nous parlerons de l'initiative du Conseil interreligieux qui échange avec les acteurs politiques sur la question de la création de la commission Vérité-Réconciliation pour préparer ou baliser le chemin pour la tenue d'un dialogue en République démocratique du Congo. Les conseils religieux, interreligieux conduits par le pasteur Dodo Kamba étaient chez Martin Fayoulou, chez Délicé Sanga, Jean-Marc Kabound et autres. Nous allons aborder ce sujet pour savoir l'avis de notre invité sur cette démarche de la création d'une commission vérité et réconciliation afin de baliser donc les chemins pour le dialogue national et inclusif en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il pense de cette démarche? Et qu'est-ce qu'il pense également d'une démarche parallèle, celle de la SENCO et CC? Voilà. Ça, c'est le premier sujet que nous allons aborder avec notre invité. Deuxième sujet, c'est l'entrée en vigueur du cessez-le-feu tel que proposé par le président angolais João Lourenço. C'est devait normalement, en principe, entrer en vigueur de cessez-le-feu entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la FCM23 le 18 février 2026. Quid donc de la mise en application de ce cessez-le-feu après d'autres démarches en vue de la paix qui n'ont pas réussi, de trêve, cessez-le-feu? Et qu'en est-il de cette initiative du président angolais João Lourenço? Nous allons en parler avec nos invités. Nous parlerons également de la situation des habitants du bidonville de Pacadjouma qui ont été ramenés du côté de l'Incelé, mais là-bas aussi c'est catastrophique, la population s'en plaint. En tout cas, ils ont ramené leurs pratiques au niveau de l'Incelé. La population de l'Incelé s'en plaint. Nous allons commenter ce sujet avec notre invité. Nous sommes ce matin avec Prince Epengue qui revient sur Kiosque. Vous savez, madame, monsieur, la pluie a perturbé un peu le déroulement de certaines activités de la capitale et nous recevons Prince Epengue pour analyser, commenter le sujet que nous avons retenu ce matin. Prince Epengue, bonjour, bienvenue. Bonjour madame, merci pour l'invitation. La pluie ne vous a pas dérangé parce que... Bien sûr, la pluie a dérangé tout le monde. D'ailleurs, il y a des inondations dans certaines communes, comme du côté de Lemba. C'est un peu compliqué en ce moment. Des gouttes et nous sommes déjà quasi noyés. Je crois qu'il va falloir que les autorités de la ville fassent des efforts en tout cas parce que normalement la pluie ne devrait plus être un élément qui perturbe les activités économiques. Ailleurs, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, qu'il pleuve ou qu'il neige, les gens continuent à aller au travail, aller à l'école, et c'est dans ces conditions-là et dans ces conditions seulement que le développement est possible. Malheureusement, à Kinshasa, des gouttes, juste dès qu'il commence à pléviner, que l'activité économique est paralysée. Or, pour avoir travaillé pendant plusieurs années pour une société, chaque jour compte parce qu'à la fin, les 26, va falloir payer les employés et donc quand il pleut pendant 5 jours la semaine et que pendant 5 jours vous ne pouvez pas travailler, c'est un problème. Mais c'est lié à quoi? Transport en commun. Il n'y en a pas. L'État n'a pas de société de transport en commun digne de ces noms. Donc ça vraiment, les routes, ça complique énormément. Alors vous avez parlé tout à l'heure des efforts, mais nous voyons quand même quelques efforts que fait le gouvernement, notamment la destruction des constructions anarchiques, la réhabilitation de certaines routes, mais ça ne change rien, c'est-à-dire que la solution est ailleurs ou comment? Parce qui concerne les bidonvilles, comme vous
si je peux emprunter l'expression, je crois que vous faites référence directement à Pakadjuma. Dans les principes, je suis d'accord avec le gouverneur Bumba et Edi et les autres. Il y a beaucoup de constructions anarchiques. Par là de Pakadjuma principalement, c'est un endroit où on ne devrait pas construire. Et 80% des habitations à Pakadjuma existent là par violation des lois du pays. Il y a même un danger permanent si la vie même les occupants de cet espace, la Pakadjuma et Kawele. Donc ce n'est que normal qu'il y ait des mesures soient prises pour que les gens soient à la fois déguerpis et délocalisés. Et donc de ce côté-là, Bumba, Edi et les autres ont pris la bonne décision. C'est là où il y a un hic, c'est la manière de le faire, selon moi, n'a pas été correcte. L'État a une fonction également protectrice. L'État a une particularité, c'est qu'il doit toujours être aux côtés des plus pauvres, des démunis, des plus faibles. L'État ne peut pas exister que pour les riches, pour ceux qui gagnent plus. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on a fondé l'État. Malheureusement, pour le cas de Pakadjuma, l'État a pris la décision de démolir les habitations, mais n'a pas pris les soins au préalable de savoir où mettre ces gens et dans quelles conditions. Mais après, on dirait qu'ils étaient prévenus bien avant, quelques mois avant. Moi, en tout cas, contrairement aux autres, moi j'ai fait une descente à Pakadjuma. J'ai vu la situation. J'ai des images d'ici. J'ai fait une descente à Pakadjuma et je peux vous dire que à Pakadjuma, la situation telle que j'ai vu, les témoignages que j'ai reçus de gens, des populations, j'ai été prévenu quelques années avant. Évidemment, ce n'est pas la première fois qu'on casse ces habitations-là. Maintenant, je pense que 2 mois avant, on aurait dit encore descendre sur le terrain pour leur dire vous allez dégager d'ici, voilà là où vous allez aller. D'après les témoignages des femmes que j'ai trouvées là, ils m'ont dit que non, ils n'étaient pas prévenus. Ils ont été prévenus quelques années avant. Mais pas quelques mois. Là, ça peut vraiment faire une très grande différence à ce niveau-là. Donc selon moi, ils auraient dû le faire 2 mois avant. Et surtout donner des indications, rassurer. Moi, les prétextes qui consistent à dire oui, mais ces populations construisent dans les zones non édificantes, ils ont construit sur les rails, sur les terrains de l'ONATRA. Pour moi, ce sont des esquisses. Il est connu qu'ils sont dehors la loi. Ok. Mais ils sont, et c'est important, des Congolais. Pauvres ou pas, démunis ou pas, l'État a l'obligation de les protéger. L'État a l'obligation de les secourir. Et donc, on aurait dû les prévenir 2 mois avant pour qu'ils prennent les dispositions et surtout anticiper si les lieux où ils seront, ils vont élire domicile. Est-ce que vous croyez vraiment que même si on les avait prévenus quelques mois après, parce que vous avez reconnu qu'ils ont été prévenus quelques années avant, mais pourquoi ils n'ont pas obtempéré à ces décisions de l'autorité de la ville, puisqu'on dit que Duralex, l'ex, c'est de l'ex? Bon, je pense que la loi dit, mais c'est la loi, mais la loi est inventée parce qu'il y a des hommes. La loi ne peut pas comme ça être là pour tout ça. Ceux qui appliquent la loi, c'est les hommes. Et les hommes ont cette capacité de nuancer, ont cette capacité d'apprécier. Et surtout quand ils n'ont pas que le rôle de réprimer, ils ont également le rôle, cette mission-là, de prévenir et d'anticiper. C'est ça aussi le gouvernement.
Donc, je pense qu'il y a eu des manquements dans ce qu'aurait dit être fait par l'État, dans le sens de protéger les plus faibles. On reconnaît un vrai État dans sa capacité à protéger les plus faibles. Ça, je suis convaincu. On reconnaît un vrai État dans sa capacité à s'occuper de tout ce monde-là. Voilà pourquoi, hier, quand vous voyagez, vous allez voir l'État construit des bâtiments comme en France, par exemple, de ce qu'on appelle des HLM. Vous voyez, des habitations à loyer, je ne sais pas comment, minimum, mais quelque chose comme ça. Et c'est pourquoi on a ces habitations-là. C'est pour que ceux-là qui ne gagnent pas beaucoup puissent être hébergés dignement. Voyez-vous? Alors, si vous vous dites que non, nous on va construire la République et que pour les plus riches, ça pose problème. Donc moi, ce que j'ai dit, j'appelle le gouverneur de la ville à accompagner ces mesures. Ce qui a manqué, c'est les mesures, selon moi, les mesures d'accompagnement et d'encadrement. Il y a une bonne, enfin, une dose, pas une bonne, une dose de brutalité injustifiée dans ces opérations, alors que ce sont des citoyens qui, peut-être par les inégalités, que peut-être ils n'auront pas choisi, sont dans ces conditions-là. Alors, demain, ils sont dans cette situation, mais des PACA du MAPE sortir des grands médecins, des PACA du MAPE sortir des savants de demain, des PACA du MAPE sortir des grands sportifs. Il suffit de mettre un peu de moyens, d'encadrer ces familles, et demain, ces enfants-là, demain, seront au fond pour se battre pour la nation demain. C'est pas, les enfants des PACA du MAPE, il y en a qui sont recrutés pour défendre l'intégrité du territoire national. Donc, ne disons pas, bon, c'est le rebut de la société, on les oublie parce qu'ils sont pauvres, non. Les pauvres ont aussi droit à la vie, droit à la sécurité, à la protection de l'État. Mais ils ont été ramenés à l'ANCD, bien que sur place, là aussi, la population s'est plainte. Les pratiques, de mauvaises pratiques qu'ils ont déportées de l'autre côté. Mais à l'ANCD, s'ils sont à l'ANCD, s'ils sont à l'ANCD quelque part, c'est bien, comme je l'ai dit, c'est bien qu'on les amène en CELE. Mais est-ce que c'était prévu? Est-ce qu'il y a l'infrastructure pour les accueillir? Là, déjà avant d'arriver en CELE, d'après les... Parce que moi j'étais à Paka-Djuma, j'ai vu la situation, la détresse des concitoyens. J'étais vraiment choqué. Mais j'avais fait le plaidoyer pour que là où on va installer ces gens-là, qu'il y ait quand même des toilettes, qu'il y ait des points d'adduction d'eau. Et surtout pour nos petits frères, là, ces enfants-là, qui incarnent l'avenir. Vous les déplacez, de les mettez en scellé. Autre m'a dit, il ne peut plus aller à l'école. Est-ce que les parents avaient le temps de préparer le transfert de ces enfants-là? Comme on voit ailleurs, tu peux quitter une commune pour aller dans une autre. On va inscrire les enfants tout de suite là pour que les enfants puissent poursuivre leur scolarité. Moi, à mon niveau, comme responsable politique, comme celui qui s'occupe de l'avenir des citoyens, je pense qu'il est important qu'on sache que ces enfants-là ne chôment pas, ne restent pas à la maison, parce que je suis convaincu que si rien n'est fait de la part de l'État, 100% des enfants qui ont quitté Paka-Djuma, il ne faut arriver en scellé, ne vont plus étudier. Donc cette année, c'est fichu pour eux. Est-ce que nous servons la République? Est-ce que nous donnons la chance que ces enfants-là puissent être instruits? Je crois que tout ça, l'État aurait pu anticiper, ce qui n'est pas le cas à mon avis. Voilà, merci Prince Epenge. Ça, c'est votre recommandation par rapport à cette situation des habitants de Paka-Djuma. Venons-en à la politique avec cette initiative du Conseil interreligieux conduite par Dodo Kamba, le révérend Dodo Kamba, au sujet de la création de la commission Vérité et Réconciliation pour préparer les chemins en vue de la tenue d'un véritable dialogue. On-t-il dit, ils ont été reçus par Martin Fayoulou de la Mouka, ils étaient chez Délice Sanga, c'est Jean-Marc Kabound et autres. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche? Bon,
nous, en tout cas, Monsieur Dedon Kamba, le pasteur Dedon Kamba, enfin, il nous a dit qu'il est maintenant archevêque. Ce qu'il nous a appris. Nous a contacté, m'ont contacté pour me dire qu'il désirait rencontrer le président Martin Fayulu parce qu'il aimerait bien échanger avec lui si l'initiative de son groupe. Et nous avions dit il n'y a pas de problème et nous l'avons reçu, ou le président Fayulu l'a reçu à Faden House. Je crois que votre réalisateur doit avoir les images de Dedon Kamba. Il est arrivé avec son équipe. Il nous a dit qu'il souhaitait qu'il y ait vérité et réconciliation avant le dialogue. Que lui tenait à ce que le dialogue ait lieu parce que c'est la condition sine qua non pour que le Congo sorte de ces multiples crises. Mais pour lui, c'est la vérité et la réconciliation était un préalable. Et qu'est-ce qu'il sous-entend par vérité et réconciliation? Parce que vous avez été avec lui. Bon, selon lui, il faut que certaines choses se disent. Parce qu'il faut le dire, les églises sont divisées, les politiciens sont divisés, les Congolais eux-mêmes sont divisés. Dans ces conditions, lui, il estime qu'avant le dialogue, il faut qu'il y ait qu'on regarde comment on rapproche un peu le vu. Bon, nous, on a remercié son équipe et lui-même d'avoir pensé que Fayulu peut aider à cela. Et nous avions pris également le soin de rappeler que nous, dans la logique du dialogue que nous exigeons, notamment avec la CNQ, les CC et les autres, la question de la vérité et de la réconciliation est au cœur même de notre initiative. Pour nous, d'ailleurs, nous, la MOUCA, nous disons même vérité, réconciliation et cohésion. Nous avions dit, c'est une bonne chose. Nous pensons que votre initiative elle est louable. Nous, fondamentalement, nous pensons qu'il y aura vérité, il y aura réconciliation. Voilà pourquoi nous avons suggéré à M. Dedon Kamba de voir aussi avec les autres, avec ceux qui travaillent déjà, CNQ et les CC, ainsi que les Jiba Mapia, les groupes des églises de réveil là, même si Jiba Mapia apparemment ne comprend absolument rien, il fait un pas en avant, il fait 4 derrière. Et on parle d'unir les enfants du Congo, Jiba Mapia est dans la division. Et comme un pasteur, c'est assez gênant de voir que il prend il mène une démarche qui visiblement est pour frustrer les autres et pour inquiéter les autres. Bref, nous avons reçu Dedon Kamba, nous lui avions dit, nous voulons la vérité, nous voulons la réconciliation, tout ça, nous pensons que ça doit se réaliser pendant les dialogues. Alors cette réconciliation, ça sera entre vous seulement, l'opposition non armée ou avec ceux qui sont armés? Il n'y a pas d'opposition non armée, madame. Dans la Constitution, il n'y a pas d'opposition non armée. On parle que de l'opposition point barre. Quand vous prenez les armes, vous êtes devenu un rebelle. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. La notion de l'opposition non armée, armée n'existe pas. Il n'y a que opposition, c'est tout. Maintenant, ceux qui ont pris les armes, écoutez, nous disons, nous avons 3 crises. La crise politique, les institutions actuelles, nous ne les connaissons pas. Il y a la crise sécuritaire, Nord Kivu, Sud Kivu, en Ituri et au Bandundu. Il y a la guerre d'agression que Kagame nous fait. Et il y a les tensions sociales. Vous avez appris que les fonctionnaires là ne sont pas payés. Nous disons, allons-y. Vous savez, il y a la situation avec les Codeco et les autres. Aujourd'hui, vous allez négocier en catimini à, je vais dire, loin des Congo avec les 1,23.
Mais des cadeaux au M23, les Codeco vont dire, ben, donc nous pouvons aussi faire comme le M23 pour avoir des cadeaux. Et d'autres groupes rebelles vont s'en inspirer. Donc voilà pourquoi le cadre que nous exigeons de dialogue national inclusif est un cadre qui permettra à ce que nous puissions étudier les causes fondamentales, les causes profondes, comme nous le disons généralement, poser une thérapie de choc une fois pour toutes, de manière à ce qu'il n'y ait plus de rechute. Voilà, quand vous parlez de dialogue inclusif, est-ce que vous êtes dans la démarche, comme l'avait dit le chef d'État, si dialogue il y en aura, pas avec ceux qui ont pris les armes, parce que là vous êtes en train de dire que si on négocie avec les autres, les Codeco aussi vont, qu'est-ce qu'ils diront? C'est-à-dire que vous êtes d'accord avec ce que dit les chefs, que si dialogue il n'y en aura, pas avec ceux qui ont pris les armes. Vous, l'amour? Bon, écoutez, et beaucoup de gens viennent pérorer ici, raconter des choses. Vous savez que c'est Martin Fayulu, le premier leader congolais à avoir vu des mains, avoir dit que le dialogue était important, était nécessaire. Alors quel genre de dialogue? Avec tout le monde ou faut dialogue national inclusif et bien avec tout le monde? Avec tout le monde, évidemment. Quand au début, Félix Tshisekedi avait dit non, il ne voulait pas de dialogue. Même certains opposants avaient dit non. Ne dialogue pas avec Félix, Félix doit se permettre de fuir. Nous, on a pris le dialogue parce que nous pensons que la paix ne se fait qu'avec les ennemis. La paix ne se fait qu'avec l'adversaire. Maintenant, Félix Tshisekedi a fini par se rendre à l'évidence que le dialogue aujourd'hui est inévitable. Avec des conditions. Les opposants qui hésitaient, qui demandaient la démission de Félix, ont fini par nous rejoindre en disant la voie des Pengue, des dialogues et des Fayulu, c'est la bonne voie. Ok. Maintenant, Félix pose des conditions. Mais avant de parler des conditions qu'il pose, voilà d'abord sa disponibilité en termes de principes. Félix, qui était contre les dialogues hier, il disait qu'il n'y avait pas de crise, admet aujourd'hui qu'il y a nécessité. Dans son speech devant le corps diplomatique, il avait dit le dialogue est nécessaire dans ce contexte, l'unité, la cohésion aussi. Il admet que le dialogue est nécessaire, mais il ajoute qu'il faut l'unité et la cohésion. En d'autres termes, il admet qu'il n'y a pas unité, il n'y a pas cohésion. Or, Kagame, justement, est en train de prospérer sur nos divisions internes. Voilà pourquoi nous disons que la guerre que Kagame mène est une guerre par procuration. Même au Bandundu, on ne parle pas la même chose, alors qu'il y a des massacres au Bandundu. Le régime Tshisekedi est capable de mettre fin à cela. En Ituri, les gens continuent à mourir. Il a posé des conditions. Mais avant de poser des conditions, nous disons d'accord sur le plan des principes. Maintenant qu'il a dit oui, lui qui disait non hier, on ne peut pas jeter l'eau du vin avec le bébé. Évidemment, j'ai entendu certains opposants dire nous rejetons. Vous rejetez quoi? Non, parce qu'il a dit oui, mais. Mais oui. Ça peut être une façon de refuser masquer. Non. Il y a d'abord oui. Mais. C'est un peu comme en psychologie de négociation. Voyez, nous avons deux téléphones. Il y a Techno et iPhone. Nous négocions avec vous. On se met d'accord aussi, Techno. On dit que voilà, nous allons vendre et se partager l'argent. On s'est mis d'accord aussi les deux objets de notre négociation, Techno et iPhone. Vous et moi, nous sommes d'accord aussi, Techno, qu'on va le vendre et se partager les gains. Si les iPhone, on ne s'est pas encore entendu. Si nous sortons de ce débat, pour informer au peuple, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire que non, nous rejetons tout. Non, on va dire que nous nous sommes mis d'accord. On a trouvé un accord des principes si Techno qu'on va vendre et se partager l'argent. Mais si iPhone, nous continuons la discussion, n'est-ce pas? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la négociation. C'est-à-dire que ici, Félix Tshisekedi refusait les dialogues. Il a fini par accepter les dialogues. Il a fini par
loué même l'importance de la cohésion et de l'unité pendant la guerre. Nous disons, ok, c'est un pas dans la bonne direction. On s'est mis d'accord sur les principes qu'on doit dialoguer. Les principes qu'il refusait auparavant. Maintenant, ça concerne les conditions. Les conditions. Et Lamouka dit ceci. Nous pensons que le dialogue inclusif est le cadre idéal pour nous sortir de cette situation une fois pour toutes. Mais toutefois, nous pensons, et ça c'est faux en politique et en diplomate, vous savez, nous ne sommes pas seuls dans ce dialogue. Nous avions dit que nous faisons confiance à la sagesse du président Lorenzo de l'Angola et de l'accompagnement de l'Union africaine pour essayer un peu de, par rapport à ces conditions, et forcer, je dirais, la main de Félix pour dire non. C'est-à-dire que vous croyez que plus tard des conditions seront aplanies. À moins que vous n'ayez jamais négocié dans toute votre vie. Quand on va en négociation, on peut partir avec 10 plans. On peut partir avec 3 plans. Plan A, B, C, même C'. Personne ne va en négociation sans chanter. C'est des chantages. Mais on appelle même parfois ça monnaie d'échange. Si moi je vais avec un plan B, un plan A seulement, et si je trouve que vous avez plus d'une corde dans votre arc, comment je fais? Tout ce qui se dit en matière de négociation, vous disent que quand quelqu'un veut aller négocier, il a toujours 3, 4 plans. Et souvent, on émet même des conditions. Et lors des assises, il va commencer à dire, voilà, si vous voulez que je cède dans cette condition, vous aussi vous devez céder dans celle que vous avez. Tout le monde le sait. Malheureusement, la politique se fait maintenant pour la télé. Tout est spectacle où les gens disent, ah, on vient, on rejette tout. La Mouka a accepté tout. Non, la Mouka n'a pas accepté tout. La Mouka a dit, si les principes du dialogue, maintenant que Félix a accepté, c'était un pas dans la bonne direction. Mais pour le reste, avec la sagesse de Lorenzo et des autres, on va trouver une solution. Okay. Évidemment, Félix Tshisekedi n'a pas accepté le dialogue parce qu'il va accepter. Si ça dépendait que de lui, selon moi, il va nous bouffer encore du temps. Parce qu'en réalité, l'IDP, c'est dans la logique de glisser, de ne pas organiser les élections. Ça dépend de qui? Ça dépend de qui? Il a eu la pression de qui? Écoutez, le Congo, c'est un sujet du droit international public, vous le savez. Le Congo ne vit pas en autarcie. Il y a des pressions qui viennent de partout. Comme où? D'abord, la pression des Congolais même qui veulent en finir avec cette guerre, qui veulent en finir avec cette crise et cette pauvreté. La pression des Congolais qui veulent qu'en 2028, qu'il faut qu'il y ait élection, que Félix parte, qu'il y ait un nouveau président. La première pression, c'est celle-là. Donc, voilà, c'est ce qui nous a conduit, voilà, les raisonnements qui nous a conduit à dire, nous prenons acte de sa disponibilité à parler. Maintenant, ces conditions-là, nous allons en discuter. Donc la Mouka croit à ce que ces conditions finiront par partir un à un tout au long du processus. Sinon, parce que je pose ces questions parce que les gens, à vous voir accepter ce dialogue-là, tout ce que le chef de l'État a dit, au Basomi Bango, comme disent les Quinois, et que l'opposition, Martin Fayulu, a été acheté, s'il faut dire ça, il faut traduire ça de la sorte. Bon. Quand ce sont des esprits faibles qui pensent comme ça, les gens intelligents ne peuvent pas passer comme ça. Vous savez, Kabila avait posé aussi des conditions à la Senko. Est-ce que les gens le savent? Kabila aussi à la Senko nous avait chanté. Quand on était à la Senko, il y a le moment de blocage. Parce que la délégation de Kabila a posé des conditions. Quand le dialogue, quand la conférence nationale avait commencé, elle n'était pas souveraine. Mobutu voulait que tout se fasse dans les institutions comme Félix est élevé aujourd'hui. Mais la pression a été telle que la conférence est devenue souveraine. Mais quand la conférence nationale avait commencé, elle n'était pas souveraine. L'histoire se répète. Mais c'est ce que je vous dis. Donc, Félix Tshisekedi, au moins, comme elle l'avait dit à Bécholé, il a fait connaître sa position. Nous aussi, on a nos positions à nous. Et nous disons, convoquons les dialogues, nous allons discuter parce que nous voulons que les dialogues soient inclusifs. Bon, maintenant,
si c'est quelqu'un qui ne comprend pas, parce que l'ignorance est un crime. L'ignorance est un crime grave. Vous ne pouvez pas faire la politique sans avoir l'histoire avec vous comme allié. Quand on était à la Senco, les gens de Kabila venaient le matin, ils posaient les conditions. Pourquoi est-ce que les dialogues de Senco a traîné? Parce qu'ils ont aussi posé les conditions. Mais nous, on sait que ce qu'il a posé là, ce sont les conditions de départ. Ces conditions de départ ne peuvent pas être nécessairement les conditions d'arrivée. Dès la psychologie de négociation, vous ne pouvez pas aller dans un dialogue avec 10 et rentrer avec 10. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas me dire, Prince Peng, venez t'asseoir et tu occupes la chaise pleinement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons au dialogue, il a des revendications, nous avons des revendications, tous les camps des revendications. Nous allons devoir concéder chacun à ce qui le concerne à certaines revendications pour trouver un point d'intersection, un point de la contre. Comme nous voulons sauver la nation, et c'est au nom de la nation que nous allons concéder à nos revendications. Est-ce que il ne faut pas prendre la question ici comme... Les défauts que je vois en Félix Tshisekedi à ces gens, c'est à un moment de penser que le Congo c'est un bien privé. Qu'ils ne céderont rien parce que ça leur appartient. Mais, je l'ai répété ici, tout passe, tout coule, rien ne demeure. Kabila à un moment donné a cru que la nation congolaise lui appartenait. Il est où? Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir pensent que vraiment ils vont le conserver jusqu'à leur mort. Ils se trompent. Ça file comme de l'eau entre vos doigts. Vous ne vous en rendez même pas compte. Seulement le jour où vous voyez les premiers d'entre vous n'ont plus de cortège. Et c'est le jour où vous vous rendez compte que vraiment c'est fini. Donc, en tout cas, on ne peut pas aborder ce type de grands forums sans humilité, sans avoir une bonne distance avec ceux dont on parle. La nation, il ne faut pas la gérer comme si vous fondez en elle. Non. Il faut gérer la nation avec une bonne distance. Il faut regarder la nation, le Congo, regarder les pouvoirs. Pour bien gérer les pouvoirs, il faut regarder les pouvoirs comme un supporter suit un match dans les gradins. Il a la possibilité de voir toutes sortes de possibilités, de bien faire et d'éviter les erreurs. Que d'être sur le terrain parce que vous allez agir comme agit ce régime ici, qui confond les Congo et qui confond l'armée, la police et l'argent de l'État commun. C'est ce qui est de leur patrimoine privé. C'est la plus grosse erreur que l'homme puisse commettre dans la vie. C'est de faire cette confusion. Parce que vous allez vous réveiller et tout est fini. Voilà. Après, est-ce que vraiment les dialogues, parce que la finalité, c'est le retour de la paix. Est-ce que si les Congolais se mettent sur une table, la guerre va finir? Pourquoi je pose cette question? Parce que beaucoup estiment que vous, de l'opposition, vous profitez de la guerre pour vous positionner. Dialogue, et puis partage des gâteaux, vous aurez des postes. Bon, encore là, comme je dis, c'est pour les esprits faibles. D'abord, les gens réfléchissent. Hein? Non. Quelqu'un qui réfléchit ne peut pas arriver à cette conclusion. Quand les prémices sont mauvaises, quand les prémices sont fausses, la conclusion ne peut qu'être fausse. Donc c'est un raisonnement, un très mauvais raisonnement. D'abord, je dois rappeler que c'est nous qui avions gagné les élections dans ce pays. Les pouvoirs dont on parle, c'est nous qui l'avions gagné. Et nous en sommes fiers et nous les rappellerons jusqu'à la fin du monde. L'histoire le sait. Alors, ne venez pas nous chanter. On nous l'a appris, ces pouvoirs-là, mais on n'est pas mort, on est là. On bénit Jésus-Christ chaque matin parce qu'il nous laisse les plus grands cadeaux qu'il ait fait à l'humanité, c'est la vie. Voilà, tant qu'on a la vie, le reste n'est que dérisoire, n'est que passager. Vous continuez à réclamer votre pouvoir. Nous voyons les choses différemment des autres. Nous voulons diriger le pays. Nous allons solliciter le suffrage des Congolais à nouveau aux élections de 2028. Et les Congolais nous feront confiance encore en 2028. Nous allons diriger ce pays. Mais nous allons diriger quel pays? Un pays que Félix va nous laisser à 1000 morceaux. Voilà pourquoi nous ne voyons pas Félix Tshisekedi. Nous voyons l'unité de la patrie. Nous voyons la pacification. Nous voyons la réunification. Vous savez combien de Congolais habitants de Goma, originaires de Goma, Bukavu, qui ont perdu maman, papa, petit frère, neveu, nièce, mari, femme, qui ne peuvent pas aller les enterrer, qui ne peuvent pas aller pleurer.
Vous savez combien de nos frères de Goma, de Bukavu qui sont ici, maman est malade, très malade, il ne peut pas aller à son chevet. C'est parce que peut-être il faut qu'on se mette à leur place, il faut comprendre la douleur. Il y en a évidemment qui ne veulent pas que la guerre s'arrête, parce qu'il y en a qui s'enrichissent pendant cette guerre ici. Il y en a qui veulent que la guerre continue. Vous aussi, vous cherchez des postes. Non. Nous cherchons la réunification du pays. C'est différent. Les postes, nous aurons le pouvoir. Nous aurons les postes pour donner un bilan. Parce qu'on aurait pu rouler devant Kabila comme tout le monde. On ne l'a pas fait. De quoi on parle? C'est parce que nous sommes dans un pays, j'aime bien ce que Kofi Olomide avait dit. C'est le coup là, le 50e de la classe, à côté de lui, le 3e, passe à complot pour détruire les premiers de la classe. Et ça va bon côté. On a gagné le pouvoir, vous faites vos histoires là, vous mettez le pouvoir ailleurs, et vous investissez l'argent que vous avez volé pour nous détruire, nous les premiers de la classe. Mais Dieu est juste. Quand on a commencé à crier au dialogue, tout se refusait. Nous en sommes où? Non, ce n'est pas question de pouvoir. Le dialogue va créer les conditions pour qu'on mette fin à la guerre. Nous parlons d'une guerre par procuration. Ça veut dire que Kagame n'est pas entré physiquement. Il utilise les Congolais. Et ces Congolais prennent les armes. Et vous voyez que de plus on avance, plus Kagame est en train de recruter encore des Congolais pour congoliser, pour donner encore une couche, une très grande couche congolaise, donner une grande épaisseur à cette agression, une épaisseur congolaise bien sûr, pour que les gens pensent que oui, d'abord c'est une guerre congolaise. Non, cette agression, c'est une agression rwandaise, c'est le Rwanda qui nous a envahis. Nous on comprend parfaitement ça. Par souci de voir notre pays rester un, unité, indivisible. Moi je suis lubumiste, des convictions idéologiques. Mais ceux qui sont au pouvoir, quand ils parlent de l'agression, c'est parce qu'ils veulent détourner l'attention du peuple à cette affaire pour demeurer au pouvoir. Mais nous, quand on nous parle, c'est par devoir patriotique, mais par l'obligation que nous avons de laisser ces patrimoines à nos enfants. C'est différent. Oui. Ça n'a rien à voir avec les postes, parce que les postes, sous Kabila, il y a eu des dialogues. Je crois que peut-être la moitié de l'opposition était partie, nous on n'était pas partis. Félix Tshisekedi avait engagé déjà un dialogue ici. Depuis, ça rappelait où Jacques Bembe était parti et les autres étaient partis. Nous on était restés. Donc ne nous prenez pas pour des idiots qui ne comprennent pas. Nous avons besoin du pouvoir, un pouvoir qui assure aussi notre dignité. Un pouvoir qui nous permette d'être restés en cohérence avec ce que nous défendons comme valeur et idée. Si c'était vraiment la logique du pouvoir, c'est un peu comme une femme qui vous dit Nassina l'accès au Boningomba les bébés. Parce que sans salaire, sans quoi, mais la femme est toujours avec vous. Alors il ne faut pas lui chanter au nom, mais cette façon, il ne passe que Pierre Kezali. Mais Pierre Kassa s'est posé pendant peut-être 30 ans. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a 31 ans dans le big Pierre Kezali? Une femme qui a déjà vécu avec vous dans la pauvreté, dans la disette, hein? Pendant que vous tiriez les diables par la queue, il ne va pas vous lâcher à la 31e année. Donc, soyons sérieux. On a vu des dialogues passer, on a vu les opposants entrer au pouvoir, nous sommes toujours là. Alors, allez chanter à n'importe qui cette histoire de poste, pas à nous. Alors, lorsque vous avez été reçu par le chef de l'État, vous, personnellement, vous étiez là, vous avez eu le temps de lui présenter le tableau sombre que vous dites sur le pays. Mais si nous en sommes là, c'est parce que... C'est ça même l'objectif de la rencontre. Et cette rencontre-là montre même les degrés de sacrifice qu'il fallait leur faire. Que Fayoul, du haut de ce qu'il est là, accepte de dire, je vais te voir. On a dit qu'il a trahi, qu'il est allé, il a été acheté. Quel est celui-là? On vraiment interprété cette rencontre. Quel est ce leader qui est allé voir Félix et qui n'a pas eu de poste après? Bemba a été les voir, Bemba a eu des postes. Même ensemble a été les voir, à l'époque ils avaient des postes.
falloir été les voir. Nous ne sommes pas encore fini, attendons voir. Non. Il y aura les retombées de ces après ça, il y avait un gouvernement. Vous nous avez vu à l'intérieur? Non. Peut-être l'argent, pas de poste, mais peut-être l'argent. Non. Quel argent on va vous donner? Quel argent on va vous donner? Falloir gagner des millions avant tout le monde. De sa génération, qui a gagné des millions en dehors de la politique comme Fayulu? Personne. Peut-être que les gens ne le disent pas. De sa génération, avant d'entrer au pouvoir, qui avait eu de la sphère de son fond comme ça? Vous venez d'évoquer des musiciens et je dis, comme d'autres musiciens disent aussi, Mbongo et Kobenga Mbongo. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui manquait avant d'aller les voir? Ce Kabila avait 3 dialogues. À l'époque, il n'avait pas besoin d'argent. Vous voyez, les Congolais, nous sommes toujours dans les sensationnels. En fait, les Congolais, surtout TikTok, il y a Zobanango, tout le monde raconte, quelqu'un qui a, je ne sais pas, dans un village, je ne sais pas où, il passe son TikTok le matin, il se réveille, il n'a pas encore mangé. Oh non, guys, venez, on va parler. Les filles, venez, on va parler de quoi? C'est l'histoire de TikTok. Un vanipier qui se réveille là-bas, Azuro Tokona, il vient, venez, on va gasser, on va sur là. On va sur la quoi? De quoi tu sur la ligne? Dans TikTok. Une fille qui se réveille, c'est pas, en Gandajika là-bas se réveille, les filles, venez, je vais vous donner, il y a une discussion. On va discuter de quoi? C'est ça. Les histoires de TikTok, vous les amenez. Nous sommes des hommes d'État. Tout ce que nous faisons, d'abord, on voit la nation. Vous savez, la théorie des projections. Tous les voleurs pensent que tous volent. Tous les escrocs pensent que tous sont escrocs comme lui. Alors, nous ne sommes pas là. Si il y a des gens qui pensent au poste, nous d'abord on voit une nation qu'il faut sauver. Nous disons que Félix doit partir en 2028. Mais s'il s'en va... Constitutionnellement. S'il s'en va... 2028, c'est les élections. Mais bien sûr. Mais il ne sera pas candidat. C'est ça la Constitution. Lui-même a rappelé dernièrement qu'il faut respecter la Constitution. Nous allons la respecter jusqu'au bout. S'il s'en va et qu'elle peut être à 1000 morceaux, Félix part, nous conviendra. Alors qu'on veut construire des routes, alors qu'on veut faire des réformes dans le domaine de la santé, alors que nous voulons amener un nouveau pacte éducatif, on ne le saura pas. C'est-à-dire qu'on va venir encore nous mettre dans comment retrouver la paix. Ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui, c'est que sous Félix Tshisekedi, que la paix revienne. Comme ça, en 2028, si lui s'en va, nous, on battra la campagne, on va gagner les élections. Nous voulons qu'il aura déjà fini avec cette tâche de la paix. En 2028, quand Fayulu arrive au pouvoir, nous allons tout de suite là, au lieu de commencer à démarrer, la voiture est déjà allumée, nous commençons à donner une indication de qualité à nos enfants. Nous commençons à réformer les systèmes sanitaires, commençons à réformer les systèmes sécuritaires et autres. Alors, la différence c'est que les autres voient ici, nous on voit là-bas. Donc le dialogue ne va ramener la pas. paix. Quand on a vu Félix Tshisekedi, on l'a bien dit, quand de la patrie, tant que la patrie est menacée, nous tous nous devons regarder la même direction. Et c'est l'article 63 qui nous le dit. Tout Congolais a les droits et l'obligation de défendre la nation si celle-ci est agressée. Voilà. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, ne nous reprochez pas d'avoir mis en mouvement un article de la Constitution. Nous ne l'avons pas fait pour Félix Tshisekedi. Non. Nous l'avons fait pour notre nation. Parce que la nation, c'est notre tente pour l'éternité. Félix Tshisekedi est un locataire qui, dans 2 mois, va partir. Donc, nous savons faire la part des choses. La nation est agressée. Nous n'avons rien à voir avec Félix Tshisekedi. Nous concentrons sur la nation. Sauver l'intégrité du territoire national, pacifier les pays, réunifier les pays, pour que nos frères, enfin, je ne puisse pas de mon billet d'avion, je dis je vais chez moi à Goma, je vais chez moi à Bukavu, je vais chez moi à Bukavu, je vais chez moi à Ovira. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est ça notre alors pour prendre cet avion-là, aller à Bukavu, à Goma librement, il y a des démarches qui se font pour ramener la paix, les cesser le feu. C'est tel que proposé par le président angolais Joao Lourenço, qui devait entrer en vigueur le 18 février passé.
Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche Bon, Lorenzo a été chargé par l'Union africaine de mener à bien la mission d'accompagner les Congolais dans les dialogues que nous demandons. Nous, on a toujours insisté, on a toujours dit, nous préférons que l'Angola s'implique. Vous savez, on a maintes fois averti les camps de Félix Tshisekedi. C'est une certaine complicité. Qu'est-ce que je dis? Une complicité certaine du Kenya. Ce qui s'est fait au Qatar, nous n'y croyons pas. Au Qatar et Washington alors. Le Qatar est un terrain privilégié du Rwanda. Nous ne croyons pas à ce que quelque chose de bien sorte de Doha. Peut-être que les intérêts financiers des gens, etc. Mais nous ne sommes pas d'accord avec ce au Qatar. Au Qatar, à Doha, il n'y a pas la société civile qui est représentée. Les victimes ne sont pas à Doha. L'opposition n'est pas à Doha. Il n'y a que les rebelles, les agresseurs et le gouvernement. Ceux qui vont boutiquer là-bas. Toi, tu le sauras. On va vous amener un texte blanc et les vérités, on va nous le cacher. Voilà pourquoi nous privilégions les cadres congolais. Et à Washington, avec Trump, les gens croient vraiment à Trump à Washington, pour la fin de la guerre. Qu'est-ce que vous pensez? À Washington, je vais vous dire vraiment comme responsable politique. À Washington, nous voyons le verre à moitié plein et à moitié vide. Le mérite de M. Félix à Washington, c'est d'avoir impliqué la superpuissance militaire du monde, financière, économique, technologique du monde, dans les problèmes du Congo. Les États-Unis. Là, ils ont réussi à attirer l'attention de l'Amérique sur ce qui se passe au Congo. Ça s'arrête là. Tout le reste, les engagements qui ont été pris et l'implication, en fait, presque la main qu'on force au Congo si l'intégration économique avec le Rwanda, là, c'est vraiment quelque chose qui s'apparenterait un peu à une forme de capitulation. J'ai suivi ce matin le ministre des Affaires étrangères du Rwanda qui parle avec arrogance sur la nécessité que la représentante de l'Union européenne qui va être à Goma, je crois, demain, qui était hier au Rwanda, il faut que l'Union européenne reste neutre. Goma. Quand vous sentez, vous dites, le Rwanda est en train de gérer Goma et Bukavu, c'est pas Nanga, c'est le Rwanda. Vous sentez vraiment qu'il y a un problème. Et cet accord, le fait que l'accord avec les Américains implique le Rwanda, je ne comprends pas qu'est-ce qui a fait le Rwanda de cet accord-là. Pourquoi on doit nous obliger cette coopération ou intégration économique avec le Rwanda, alors que le Congo, comme un pays souverain, nous sommes libres de commercer avec qui nous voulons. Nous préférons même qu'il n'y ait... Enfin, les échanges, il y en aura toujours. On ne peut pas imaginer un jour qu'il n'y ait pas d'échange économique entre nous et le Rwanda, mais que c'est face dans le respect de notre souveraineté, dans le respect de nos lois et de nos frontières. C'est ce que nous disons. Nous allons coopérer avec le Rwanda un jour, et c'est ce qui est même à souhaiter, parce que c'est un pays voisin. Il y a des millions de Congolais qui interagissent avec des millions de Rwandais. C'est ce que nous souhaitons. Mais c'est Kagame qui a voulu cette situation ici. Ce ne sont pas nos peuples, mais c'est les politiques expansionnistes du Rwanda qui ont amené à ce chaos. Alors, on aurait souhaité que l'Amérique nous laisse la liberté de choisir nos partenaires économiques avec qui nous coopérons, avec qui nous faisons cette intégration économique. Mais malheureusement, Félix Tshisekedi a signé ses accords avec un genou à terre. Donc, il a tout accepté. De toute façon, c'est l'Amérique. Mais il y a du positif et du négatif dans cet accord-là. Quel est le positif? Nous, comme je l'ai dit, le positif, c'est de faire en sorte que l'Amérique mette un peu son nez dans notre affaire. Et c'est le quoi on a quartier. Que la paix revienne. Non, le seul métaphore, mon co. C'est le quoi on a quartier. Les Camerounais, c'est que va bête comme ils connaissent, mon colomo, mon est dingwaye. Donc dingwaye, tu es resté quand même. Attends, que tu es dingwa à côté de l'autre, mais au moins le fait de Kazawana,
tous les deux camps, beaucoup de temps, ça m'a manqué au équipement, manqué paiement. Et moi, paiement récupéré, et qu'on peut se faire ma casse, on continue au Bunda. Attends, continue. C'est un peu l'avantage. Il faut que la guerre finisse aussi, que la paix revienne. Oui, mais effectivement, mais je peux vous dire la vérité. C'est ça que moi, je suis convié aux élections de mi-mandat aux États-Unis, les élections de mi-terme. Je peux vous le dire qu'il faut qu'on fasse vite parce que les élections de mi-mandat risquent de tout bouleverser. Il est à la ligne où vont les choses, Donald Trump va perdre et le Sénat et la chambre basse Nabango. Et donc, ici, Assemblée nationale, il n'y a même pas un président. C'est un yes man. Il dit oui à tout. Le Sénat, donc, enfin, là-bas, les pouvoirs et à Sénat, chambre basse, comme chambre haute, président pour ça. Et c'est tout ce qui est comme presque une forme de cohabitation, ça devient un problème. Mais ici, il n'y a pas d'Assemblée nationale, c'est fini. Cette histoire-là, les députés ne prennent que des salaires, ils vont dormir, c'est tout. Donc ça veut dire que tout risque de basculer après le départ de Trump. Après le départ de Trump. Non, même pas après le départ de Trump. Va continuer à rester président. Oui. Mais Bakoki peut engager procédure d'impeachment, pour destituer. Vous savez qu'avec cette histoire de pédophiles et autres là, un putain, il ne comment ça s'appelle là, ce type-là, qui violait les femmes et qui faisait commerce avec quoi, Bassi. Et il se peut que si les élections de mi-terme arrivent et que les démocrates gagnent la chambre haute et la chambre basse, Donald Trump sera en très grande difficulté et les congressmen peuvent engager la procédure d'impeachment, c'est-à-dire des destitutions. Et on peut les destituer. C'est arrivé déjà jusqu'en 1974 avec Nixon dans l'affaire Watergate. Donc, après, il y a combinage immeuble, il y a des démocrates pendant la campagne. Donc, je crains que d'ici 7 mois, des ordres en États-Unis, et vu que le Congrès a un pouvoir, ma casse, ma camétale, budget et autres, donc ça peut tout basculer. Et moi, j'ai étudié le système politique américain depuis 10 ans. Je peux vous dire que l'accord tel que signé risque d'être dans très grande difficulté. Et ça peut être aussi une mauvaise nouvelle pour le Congo parce que très souvent, les administrations démocrates ont été un peu plus clémentes avec Kagame. Et si les démocrates reviennent au Congrès, ça risque aussi de donner un peu du poids de la bête à Kagame. Et donc les choses doivent vraiment être accélérées. Donc vous croyez à la démarche de Joao Lourenço, l'Africain? Oui, je crois dire comme faire. L'Angola, je préfère l'Angola parce que l'Angola, c'est un pays avec lequel nous partageons quand même un peu la culture. Un pays voisin, ça compte. Un pays qui nous a secouru, voulais-je dire, nous a secouru à maintes reprises quand on était en difficulté. Et je pense que l'Angola serait un bon cadre pour que le Congo. L'Angola n'a pas d'intérêt en République démocratique du Congo. Il y a toujours des intérêts, mais le premier intérêt de l'Angola, c'est que le Congo se stabilise. Et ça peut influer, ça peut booster, je veux dire, encourager l'Angola à faire en sorte que les dialogues se passent dans de bonnes conditions et que les enfants, les filles du Congo se parlent pour que la paix soit au Congo. Parce que s'il y a des ordres au Congo, l'Angola, d'une manière ou d'une autre, va en pâtir. Les cessez-le-feu, on est en train de parler de ça. L'entrée en vigueur, c'était 18, mais apparemment, ça n'a pas tenu. Qu'est-ce que vous pensez des fruits? Cessez-le-feu n'a pas marché. Évidemment que ça ne peut pas marcher, je vous le dis. Cette guerre est en train de faire beaucoup d'erreurs, beaucoup de gens qui se sentent bien à l'aise tant qu'il y a la guerre. Et je crois que c'est le gouvernement qui doit plus s'en soucier. Moi, ce qui m'étonne, c'est de voir ici l'IDPC, l'Union Sacrée, et l'Embata. Vous voyez, on est en train de parler aux Congolais. Nous mobilisons partout. Écoutez, Martin Fayoulou, nous étions en train de célébrer, commémorer le 34e anniversaire du massacre des chrétiens lors de la marche du 16 février 1992.
Les jours d'ailleurs, à RD Congo, on a été agressé par la force du progrès. On a ciblé ça à l'hôpital en ce moment. Vous avez ciblé que c'était la force du progrès ou c'était la force du progrès. Il y a une bande. Vous imaginez il y a une bande de criminels qui sont là, du force du progrès, de la force du progrès, qui sont là devant les sièges MLC sur le boulevard Triomphal, qui agressent et qui nous agressent régulièrement et qui sont là. Même la population, on a failli violer une fille là, sur le boulevard Triomphal par cette bande-là, à base de la force du progrès. Vous les avez identifiés. Nous étions ces jours-là à la messe. Le président Fayolle nous tape chaque jour. Il faut que cette guerre s'arrête. Les Rwandais doivent se retirer. Mais curieusement, pendant que la priorité c'est mettre fin à la guerre, on demande le dialogue et pour cela, vous voyez Mbata qui vient, qui vous dit non, maintenant il faut qu'on change la constitution. Vous voyez que l'IDPS, on dirait que l'IDPS joue double jeu. On dirait que l'Union sacrée ne veut pas de la fin de la guerre. On dirait que l'IDPS et l'Union sacrée veulent prendre la guerre comme un prétexte pour ne pas organiser les élections. Ça veut dire qu'ils s'en foutent des vies des Congolais qui sont arrachés chaque jour. Au Bandundu, à Ituri, au Nord Kivu, au Sud Kivu. Est-ce que c'est responsable pour les dirigeants politiques? Alors que nous, de l'opposition, nos maigres économies, on les met en disposition pour que nous puissions battre campagne. Kagame doit se retirer. Nous ne voulons pas de la rébellion, mais ceux qui sont au pouvoir, qui profitent des moyens du pouvoir, ils sont en train de parler du changement de la Constitution. Au Père Mbata a organisé un grand forum là-bas, appelé seulement les gens de l'Union sacrée pour dire la Constitution a vieilli, il faut qu'on la change. Voyez-vous? Donc, les Congolais doivent se réveiller. Ceux qui sont aujourd'hui des gens comme Mbata sont des gens qui ne veulent pas de la paix, qui ne veulent pas de la cohésion dans ce pays. Tant qu'il n'y a pas de cohésion, il n'y aura rien. Mais cette question de constitution, parce que vous l'avez évoqué, je suis quand même un grand professeur, le professeur Kabisa, qui dit que la constitution, la constitution a été élaborée, c'est un accord de belligérants qui a été élaboré à Sun City. Ça n'a rien à voir avec la constitution, c'est ce qui est la base de plusieurs blocages. Qu'est-ce que vous lui répondez? Oui, moi aussi j'ai suivi ces petits professeurs qui vous disent, oui, la grandeur vient de quoi? Madame, la grandeur, c'est quoi en réalité? Pourquoi on dit que vous êtes grand dans tel ou tel domaine? Moi, j'étais aux États-Unis. À New Jersey, j'ai vu la photo d'Albert Einstein. Vous connaissez la fameuse formule, la fameuse théorie de la relativité. Mais on a mis ces photos partout, à l'aéroport, partout. Mais on a dit que ce type ici a enseigné à cette université, dans cette ville. Il a fait de grandes choses. La grandeur vient de son œuvre. La grandeur ne vient pas de l'accumulation des titres académiques improductifs et stériles. Le fait de dire que la constitution je suis constitutionnaliste. Mais les constitutionnalistes, lui, vous ne faites qu'interpréter, vous ne créez rien. En quoi, oh grand professeur, vous êtes grand quoi? Parce que vous avez 3 titres académiques qui sont dans votre valise et vous n'avez rien créé. Et là, vous avez influencé votre société? On ne parle pas de titres. En nous citant la théorie, à parler de Nietzsche, à parler de Rousseau. Et c'est là que vient votre grandeur. Non, monsieur. Non, madame. La constitution congolaise adoptée au référendum, 84,31%, avec un taux de participation de plus de 61%. Cette constitution a été de remplir très bien sa mission. La constitution des belligérants. Elle peut avoir ses failles. Madame. Accord des belligérants. Madame, c'est comme nous les chrétiens. Ceux qui ont écrit la Bible, ça fait des siècles. Nous voyons la Bible en train de délivrer. La Bible est la parole qui est en train de nous sortir de l'asservissement. La Bible est ces écrits-là qui nous donnent la force, nous chrétiens. Et contre tout, on s'en contente, on se limite là. La Constitution aussi, elle permet, elle nous donne le pouvoir de protéger nos territoires. La Constitution nous donne le pouvoir de mener la guerre. La Constitution nous dit que les richesses du Congo doivent être distribuées de manière équitable. La Constitution nous dit que les ressources de l'État doivent être partagées entre les Congolais. La Constitution dit que les enfants doivent étudier gratuitement. Ce n'est pas la Constitution qui pose problème. C'est la médiocrité du personnel politique congolais. S'il y a changé, ce n'est pas la Constitution. Vous mettez la Constitution américaine entre les mains de Mbata, il n'y aura rien de bon.
Vous mettez la constitution américaine entre les sujets de l'union sacrée, la constitution va devenir comme le désert des sables. entre vos mains. Donc ce n'est pas la constitution qui pose. Entre mes mains, je l'appliquerai et les Congolais verront des résultats. Merci, donc c'est l'homme qu'il faut changer. Merci. Ce n'est pas la constitution. C'est la médiocrité, la méchanceté, l'irresponsabilité, les consciences de l'homme politique congolais qu'il faut changer. Ce n'est pas la constitution. Elle a rempli sa mission jusque-là. Merci. C'est à nous de donner un sens. C'est à nous de créer les conditions pour que la constitution soit appliquée. Il y a des faiblesses, mais qui seront comblées lorsque l'État remarchera à nouveau sur ses deux pieds. Lorsqu'on aura restauré l'autorité de l'État. Merci, Prince lorsqu'on aura sécurisé nos frontières. Voilà. Lorsqu'on aura donné du pain et la paix à notre peuple. Mais pas aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Prince Epenge. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, auditeurs de Magazine Kiosque. Merci à l'équipe technique, au coach Doudou Montiri. Madame, Monsieur, bon début de week-end à vous tous. Je vous retrouve lundi avec le même plaisir. Au revoir.